Bonsoir, nouvelle édition du 7-8 L'Actu, le journal de la rédaction. 26 minutes pour faire le tour de l'actualité locale, l'essentiel. Voici les titres en images. 30 millions d'euros investis dans cet établissement de Saint-Cyr-l'École. Le lycée Jean Perrin a dévoilé son nouveau visage ce matin lors de son inauguration. Il offre aussi de nouvelles formations. Les universités de Versailles-Saint-Quentin et de Cergy ouvriront un institut d'études politiques à Saint-Germain en 2014. Première création d'un établissement de ce type depuis 20 ans. Il sera aussi le premier en Ile-de-France. Nous en parlerons en détail en plateau avec son directeur adjoint. Installé à Houdan, enfin, Jean-Luc Legrand est-il le meilleur boulanger de France? Il est en tout cas en finale régionale de cette émission de télé diffusée sur M6 et nous l'avons rencontré. L'image du jour, l'image de ce 11 septembre 2013, la voici, elle est signée Jonathan Villeman, l'inauguration des étangs Gobert à Versailles, dans le cadre de l'année Le Nôtre, célébrant le 400e anniversaire de la naissance du paysagiste de Louis XIV. Les anciens réservoirs laissés à l'abandon des fontaines du château sont devenus jardins. Michel Desvignes, paysagiste, et Inessa Hanch, architecte, ont travaillé ensemble pour réaliser ce poumon vert à proximité de la gare des Chantiers. Le public pourra le découvrir lors des journées du patrimoine ce week-end. Ces jardins seront ensuite ouverts tous les jours. 8 ans de travaux. Le lycée Jean Perrin à Saint-Cyr-l'École a connu plus qu'un léger lifting. La fin des travaux a été inaugurée ce mercredi matin, en présence notamment du président de la région, Jean-Paul Huchon. Le point sur les changements et sur la nouvelle offre de formation proposée avec Yolène Thorez et Elodie Moine pour les images. Jean-Paul Huchon tenait à être présent. Et pour cause, cela fait 8 ans que le lycée Jean Perrin était en travaux. Le président PS de la région Île-de-France ne voulait pas manquer l'inauguration. 1, 2 et 3. Bravo. Le conseil régional a investi 34 millions d'euros pour la réfection du bâtiment. Un bâtiment qui date des années 60 et qui souffrait de problèmes de sécurité et d'espace. Le temps des travaux, les élèves étaient accueillis dans des préfabriqués pas toujours en bon état. Des problèmes aujourd'hui résolus. On a eu des soucis en informatique et puis là ça va mieux. Les locaux aussi, niveau température, c'était pas trop ça. Maintenant on est mieux, donc ça incite vraiment à mieux travailler. C'est propre et ça donne envie de travailler, ça donne envie de rentrer, de venir tous les matins, d'aller en cours et tout. 2 bâtiments ont été gardés et rénovés. Celui du milieu a été reconstruit pour assurer une meilleure liaison. Résultat, des locaux beaucoup plus fonctionnels et un accès pour les handicapés facilité. De quoi donner de belles perspectives à la proviseure du lycée. J'espère bien remonter les effectifs et changer l'image aussi de l'établissement sur la commune, l'intercommunalité, voire le département, puisque nous avons des filières exclusive dans le département. Marchandisage visuel n'existe qu'au lycée Jean Perrin, de même que l'optique. C'est le seul lycée public du département à offrir une filière optique. Ici, le magasin pédagogique, véritable réplique d'un commerce où les élèves conseillent de vrais clients. Ils viennent avec leur feuille de maladie et bénéficient de tarifs préférentiels sur les lunettes. L'établissement ne compte pas s'arrêter là. L'ouverture d'un BTS dans le domaine est actuellement à l'étude. Toujours à Saint-Cyr-l'École, la bibliothèque Albert Camus va connaître elle aussi du changement. Cette année, ouverte dans les années 70, ces locaux de 220 mètres carrés ne possèdent pas d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. C'est donc un déménagement qui sera opéré mi-novembre. La bibliothèque occupera le rez-de-chaussée d'un immeuble rue Lucien Sampey qui hébergeait par le passé caserne de pompiers puis station-service. Changement de décor donc, budget 240 000 €. L'ancienne bibliothèque devrait accueillir un relais assistante maternelle. On va offrir de nouveaux services. Il y aura d'abord plus de place et il y aura des postes informatiques alors qu'avant on en avait un. Là je crois qu'on en aura 5. On va pouvoir avoir un plus grand espace pour les enfants. Il n'y aura pas beaucoup plus de livres qu'avant, mais elle répondra aux normes et il y aura beaucoup plus de place et les gens n'auront pas cette impression d'être en sous-sol.
Après la rénovation d'un lycée et d'une bibliothèque, on reste dans le domaine de l'éducation avec l'invité de cette édition, Xavier Crétier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, directeur adjoint de l'Institut d'études politiques Grand Paris-Ouest, qui va ouvrir officiellement pour les élèves à la rentrée 2014. Nous avions déjà évoqué sur cette antenne la création de cet IEP, le premier depuis 20 ans à travers la France, le premier dans la région Île-de-France également. On avait évoqué une ouverture plutôt septembre 2013, dès cette année. Un an de retard, comment ça s'explique ? Non, il n'y a pas vraiment un an de retard. Je pense qu'il y a peut-être eu quelques erreurs de communication sur l'ouverture en 2013, mais c'était une ouverture qui n'était absolument pas faisable pour tout un tas de raisons logistiques. Donc on ouvrira bien en septembre 2014 avec une première promotion de 80 étudiants, qui sera une première année un petit peu préparatoire, donc moins importante qu'elle ne sera par la suite, puisqu'on devrait monter à 100 voire 120 étudiants. Mais en tout cas, en 2014, on ouvre pour 80 places. Et ce sera donc dans les locaux de Saint-Germain-en-Laye, on le voit à l'image, ce sont les locaux de l'ancienne unité Institut de formation des maîtres, oui, qui a depuis disparu, et ces locaux vont donc servir à accueillir l'IEP à Saint-Germain-en-Laye. Un an de retard, vous nous dites, c'est pas vraiment du retard. En tout cas, vous n'avez pas non plus changé le mode de fonctionnement de l'IEP qui était annoncé. Il était question à l'époque de mettre l'accent, par exemple, sur les sciences sociales, les langues aussi, avec un partenariat avec le lycée international voisin. Alors tout ça est en voie de construction, mais en effet, l'IEP sera un IEP totalement standard qui respectera la charte des IEP de région avec lesquels nous nous associons, des 6 grands IEP de région, c'est-à-dire avec un enseignement très généraliste dans les 2 premières années, une 3e année à l'étranger et ensuite 2 dernières années qui seront des années nettement plus professionnalisantes, avec peut-être une petite particularité chez nous, c'est que la dernière année de l'IEP se fera dans un certain nombre de masters déjà présents parmi les dans le cadre des 2 universités partenaires, l'Université de Versailles-Saint-Quentin et l'Université de Cergy-Pontoise, ce qui permettra aux étudiants une double diplomation, une diplomation IEP et une double diplomation Master 2. Comment vous vous êtes mis d'accord justement avec l'autre université, celle de Cergy-Pontoise, l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, pour vous répartir un petit peu les rôles, et quelles seront les passerelles aussi avec l'IEP ? Alors, comment on s'est mis d'accord ? On s'est mis d'accord d'abord parce qu'on est un ensemble de collègues qui s'entendons très bien et qui appartenons pour beaucoup à des disciplines qui sont des disciplines sœurs, que ce soit le droit, la science politique, l'histoire, la sociologie, ainsi que l'économie. Donc il y a eu un assez fort consensus entre ces différentes disciplines pour fonder comme ça un institut d'excellence, mais un institut d'excellence qui ne soit pas coupé des universités. Parce que nous, on fait partie des universitaires qui regrettons très fortement cette coupure, ce qui va d'ailleurs dans le sens de la volonté gouvernementale entre les grandes écoles et les universités. Les universités font de la recherche, les universités ont des enseignants qui sont de très grande qualité, donc il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait cette coupure. Donc on s'est mis d'accord pour fonder comme ça un institut qui certes soit sélectif, qui va amener des étudiants qui seront des étudiants de très bon niveau, mais qui va les faire participer à la vie de l'université, particulièrement en dernière année, et qui seront eux-mêmes alimentés par des universitaires, par une grande majorité d'universitaires des 2 composantes. C'est ce qui vous démarque des autres instituts d'études politiques qui Pas existent en totalement, France ? puisque par exemple l'Institut d'études politiques de Strasbourg, qui fait partie du réseau des 6 IEP de région, lui aussi est rattaché à une université. Les autres sont plutôt des établissements publics autonomes, mais même dans les autres IEP, il y a quand même des universitaires qui y enseignent. Non, nous, ce qui va nous démarquer assez fortement, je dirais, c'est 3 choses. C'est cette idée de cette 5e année qui se fera au sein des masters. C'est le fait qu'en effet, on va essayer de mettre en place un partenariat très important avec le lycée international de Saint-Germain-en-Laye, ce qui nous permettra de proposer à nos étudiants un très grand nombre de langues étrangères, ce qui est toujours une très bonne chose dans les IEP, en tout cas beaucoup plus que ce que les IEP proposent classiquement, même ce que l'IEP Paris est capable de proposer. Donc ça c'est véritablement des choses qui vont nous démarquer. Et puis la 3e chose, c'est que l'IEP sera constitué autour de 4 sections, 2 sections assez standards sur l'Europe et l'international et l'autre sur l'économie et les finances, mais 2 sections plus particulières sur le patrimoine et la communication et la gouvernance territoriale locale, qui sont des points forts de nos 2 universités. Et il faut se démarquer par rapport aux autres instituts d'études politiques. Est-ce qu'il y a une concurrence entre les instituts d'études politiques ?
Je ne sais pas s'il y a une vraie concurrence. Aujourd'hui, il y a une concurrence qui existe entre les universités. Oui, par c'est la réforme vrai. des universités. C'est vrai, mais entre les IEP, c'est peut-être moins vrai. D'ailleurs, on a été très très bien accueillis par les 6 IEP de région. Pierre Mathiot, qui dirige l'IEP de Lille, a été un véritable parrain moral pour nous. Donc là-dessus, il n'y a pas eu vraiment de problème. Vous savez, je dirais, le gâteau est assez large pour qu'on se le partage. Vous avez à peu près 9500 étudiants qui passent au concours en première année pour 1000 places. À peine, ce qui fait un taux de sélectivité important, mais un taux de sélectivité qui ne va pas vraiment changer avec l'arrivée d'une première promotion de 80 places. Donc, je vais donner quelques chiffres aussi, puisque vous avez cité 80 places. À terme, c'est 800 étudiants que vous allez accueillir d'ici 5 ans environ sur ce site à Saint-Germain. 1 million d'euros pour la première année pour le budget. 3,8 millions en vitesse de croisière. C'est ambitieux ? C'est pas vraiment ambitieux, c'est juste nécessaire, c'est même un minimum nécessaire avec quelques interrogations, je ne le cache pas, interrogations qui viennent du fait que pour l'instant l'État ne prévoit pas de verser de subventions, ce qui ferait de nous le seul IEP qui ne serait pas financé par l'État, donc on va essayer de négocier un peu. Pourquoi ? Vous avez une réponse officielle au moins ? Non, j'ai une réponse très officieuse et que chacun peut comprendre, l'état des finances publiques étant ce qu'il est, je pense que l'État préférerait que ce soit les collectivités locales et les 2 universités partenaires qui mettent de l'argent, ce qui feront à la fois les collectivités locales et les universités partenaires. Mais c'est un IEP, je dirais, qui ne sera pas extrêmement coûteux dans la mesure où une grosse partie, l'immense partie de la masse salariale enseignante viendra des 2 universités partenaires au projet. Il faudra tout de même rémunérer les enseignants qui auront des heures supplémentaires. Ça, c'est sûr. On l'imagine bien. Oui. L'objectif, c'est aussi d'obtenir une mixité sociale. 20% de boursiers accueillis. Rentrée 2014, quelques places leur sont déjà réservées. Non, il n'y a pas des places qui sont réservées. On ne fonctionnera pas par quota. On fonctionnera avec un système d'aide au concours. C'est-à-dire qu'il va y avoir, il y a d'ores et déjà un partenariat avec 7 établissements secondaires pour aider les étudiants ou les lycéens, disons, qui viennent de zones en difficulté, à mieux se préparer au concours de première année. De la même façon qu'on va mettre en place à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et particulièrement en faculté de droit et sciences politiques, un parcours de préparation au concours pour la 4e année, puisqu'il y a une capacité, une possibilité d'intégrer l'IEP après une licence en 4e année. Des élèves, des étudiants, qu'ils soient boursiers ou non, se sont déjà manifestés pour intégrer l'IEP ? Ah oui, ça je vous cache pas que c'est un projet qui connaît un vrai succès et je me fais guère de soucis sur nos capacités d'attraction. Ensuite, ça va se dérouler comment ? Date des concours, pour ceux qui veulent véritablement s'inscrire. Alors, la rentrée est en 2014. Oui, pour cette première année, le concours commun va être très rapidement mis en place puisqu'il est mis en place à partir de la fin octobre. Il se déroule, je crois, le 24 mai, pour être très précis, qui va être un samedi d'ailleurs, samedi 24 mai, où d'ailleurs, normalement, ici à Saint-Quentin-en-Yvelines et à Cergy, on accueillera quelques 2000 étudiants pour quelques 2000 candidats au concours. Et les inscriptions se font, il suffit d'aller sur le site internet des IEP, du réseau des IEP de région, où il y a toute la procédure d'inscription qui est en place. Une des raisons qui a motivé la création de cette IEP, je crois qu'il faut vraiment avoir ces chiffres en tête, c'est que sur les 9000 étudiants qui passent au concours, 40% viennent d'Île-de-France. Or, ça sera le seul IEP de région, je mets l'IEP Paris à part, parce qu'il est à part, en effet, c'est le seul IEP de région qui sera situé enÎle-de-France. C'est-à-dire que les étudiants allaient très loin pour suivre leurs études au sein d'un IEP. Très loin comme Aix ou Toulouse, moins loin comme Rennes ou Lille. Rennes, Lille, Strasbourg, Lyon, Aix, Toulouse sont les 6 IEP de ce réseau. On vient avec eux, désormais nous serons 7, mais au moins il y aura une offre en Île-de-France pour une masse d'étudiants qui est tout de même très importante. Pour ceux qui n'ont pas suivi d'études au sein d'un institut d'études politiques, on y apprend quoi et quel débouché surtout? Alors on n'y apprend pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à devenir un homme politique. Je ne suis pas persuadé que ça s'apprenne dans des instituts. On y apprend beaucoup de choses et les débouchés sont extrêmement nombreux. C'est ce qui fait la richesse de cette formation. On y apprend d'abord à avoir une très solide culture généraliste dans les 2 premières années. Ensuite, il y a des voies de professionnalisation qui débouchent sur les métiers de la finance, de l'économie, sur les métiers de l'international, sur les concours, bien entendu, concours locaux ou concours de la fonction publique nationale, et puis tout un tas de métiers autour de la communication, du journalisme, qui sont des métiers qui embauchent beaucoup de gens qui sortent des IEP.
Et peut-être un futur président de la République passera par l'IEP de Saint-Quentin en Yvelines de la région Île-de-France. Merci à vous, Xavier Crétier, professeur de sciences politiques à l'UVSQ, directeur adjoint de l'Institut d'études politiques Grand Paris Ouest, qui va donc ouvrir en septembre 2014. Ce sera le premier IEP de la région Île-de-France et puis le premier créé depuis une vingtaine d'années et sans doute l'un des derniers peut-être. Probablement l'un des derniers, oui, je pense. Merci à vous. On passe à l'économie à présent. Les clubs d'affaires qui permettent aux chefs d'entreprise de se retrouver se multiplient. Certains se différencient parfois. C'est le cas de l'Happy Hour Business à Saint-Quentin en Yvelines, tourné vers la culture. Première réunion hier soir. Catherine Zulato, Patrick Jacques de Dixmude. Un nouveau club d'affaires à Saint-Quentin en Yvelines, le Happy Hour. Reportage que vous redécouvrirez d'ici la fin de cette édition. Lors de cette Happy Hour Business à Saint-Quentin en Yvelines, ce club qui donnait sa première rencontre hier, Étienne Krieger, professeur affilié à HEC, était présent. C'était le premier intervenant et nous lui avons justement demandé de préciser sa pensée positive. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il nous développe plus particulièrement l'importance de la confiance. Écoutez. La confiance est un peu liée à votre histoire personnelle. Si vous avez été gravement trahi dans vos jeunes années, vous serez un peu plus méfiant. Mais fondamentalement, la confiance est un pari sur la compétence et sur les intentions de quelqu'un. Et donc finalement, ce qui s'apprend, c'est faire preuve de discernement. Généralement, avec l'expérience, vous faites preuve de plus de discernement et vous faites confiance à bon escient. Mais il y a toujours une dimension de risque qui fait que voilà, il y a une prise de risque et que vous ne gagnez pas à tous les coups. Sinon, c'est du calcul et la confiance n'a plus besoin d'être. Donc, ce qui s'apprend, c'est faire preuve de plus de discernement, ne pas prendre de risques fous, mais fondamentalement, il y a toujours des impondérables et c'est ce qui fait le plaisir de la chose. Sinon, on serait dans un monde totalement calculatoire. Dans des relations économiques où vous avez un environnement quand même relativement cadré, où vous avez un droit des affaires, je pense que voilà, vous ne risquez pas tout et c'est un pari. En fait, ça se rapproche du pari pascalien finalement. Si vous faites confiance et que vous faites de plus en plus de discernement, vous allez aussi susciter une spirale de confiance. C'est pas de l'angélisme, c'est simplement une question de pratique. Si à un moment donné vous cadenassez tout, à un moment donné plus personne ne s'adressera à vous et donc à un moment donné vous serez pas gagnante ou vous serez assis sur un tas d'or sans en profiter. Chaque fois qu'on essaye d'évacuer la confiance par des mécanismes de contrôle ou d'intéressement, on déshumanise les gens, on leur renvoie finalement une notion de machine ou de mercenaire et donc du coup les gens ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes et on arrive dans la spirale négative dont je parlais. Donc finalement la confiance est absolument nécessaire et elle a des vertus autoréalisatrices, évidemment pas avec quelqu'un de malhonnête, mais si je vous fais confiance, vous vous sentirez investi de ma confiance et vous allez donner le meilleur de vous-même. C'est le charme de cette notion. Étienne Krieger, donc professeur à HEC, qui était le premier intervenant de ce club Happy Business Hour qui a été lancé à Saint-Quentin en Yvelines. Le reportage complet sur le lancement, cette première rencontre qui se déroulait à Saint-Quentin en Yvelines. Le reportage est à retrouver sur notre site internet dès à présent. Ce week-end se dérouleront les journées du patrimoine. Samedi, le service archéologique des Yvelines propose de découvrir le parcours des objets qui sont découverts lors des fouilles. Visite en avant-première dans ce journal avec Aurélia Debussy et Jonathan Villeman. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, initiés ou amateurs pourront découvrir à Montigny-le-Bretonneux, samedi 14 septembre, la face cachée de l'archéologie. Au cours d'une visite commentée, les professionnels du service archéologique des Yvelines proposent au public de suivre le parcours d'étude des objets. Les objets n'arrivent pas tout nettoyer dans la terre et qu'il y a tout un travail sur les objets qui est un travail de conservation pour essayer d'accroître leur durée de vie, on va dire, et aussi tout un travail de restauration pour permettre aux archéologues de les étudier et aux visiteurs de les apprécier lors d'expositions. Les archéologues, pour comprendre les objets, n'ont pas nécessairement besoin des mêmes types de traitements que l'on va faire pour présenter au grand public. Notamment pour ce qui est du comblement des parties manquantes. Les archéologues qui connaissent bien les objets sont capables d'imaginer ce qui manque. Alors que pour le grand public, on fait un effort de comblement parce que c'est plus facile souvent
d'appréhender un objet lorsque le volume est restitué. Les visiteurs pourront observer différents objets et collections issus des interventions menées sur tout le département. Certaines opérations récentes ont d'ailleurs mis à jour des découvertes étonnantes et uniques. Cette année, on a fait 2 diagnostics et les 2 ont apporté des vestiges tout à fait passionnants. Alors, la première opération qui s'est déroulée au Murau a permis de découvrir 3 tombes et dans l'une de ces tombes, il y avait un objet, un petit poignard en bronze, tout à fait passionnant parce qu'en fait, c'est un objet unique en France qui datait à peu près de moins 1800, moins 1600 avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle l'âge du bronze, et qui est une période très mal connue dans les Yvelines. Donc ça apporte une connaissance tout à fait nouvelle. Et la deuxième opération, donc, qui a eu lieu à Achères, a permis de découvrir vraiment quelque chose d'encore plus, je dirais, unique. C'est des restes humains, et ils ont été datés, ces restes humains, et ils seraient de moins 8000 ans avant Jésus-Christ. C'est en fait, en gros, le plus ancien yvelinois, en fait, qu'on aurait, puisque on a des objets bien plus anciens, moins 400 000 ans, mais en reste d'individus, de personnes, ce serait le plus ancien. Quelques 240 000 objets inventoriés de toute époque et de tout type de matériaux sont conservés dans les réserves du service archéologique des Yvelines. Et pour tout savoir des prochaines journées du patrimoine, rendez-vous avec Kiosque, le magazine culturel de la rédaction de TV Fil, présenté par Aurélie Adebisi. C'est aujourd'hui mercredi à 18h30, 19h30 et 23h sur TV Fil et en replay sur notre site internet. Jean-Luc Legrand est boulanger à Houdan. Vous avez peut-être déjà entendu son nom à la télé. Il participait cette semaine à l'émission La meilleure boulangerie de France sur M6. Le but, relever des défis en boulangerie et pâtisserie. Sa spécialité, la brioche au nougat. Et ça a séduit le jury. Il s'est qualifié lundi pour la finale régionale. Il revient sur cette expérience au micro de Claire Cambier. En boutique, j'avais aucune difficulté en fait. La difficulté, ça s'est fait plutôt dans l'émission que vous allez voir vendredi en fait, parce que donc on s'est retrouvés en finale et ça s'est passé dans un CFA. Donc ils nous demandaient quelques épreuves de pâtisserie boulangère, mais comme ils disent, mais voilà, moi mon truc c'est le pain, quoi. Donc c'était plus un boulot de pâtissier. Je me suis retrouvé face à d'autres entreprises beaucoup plus grandes que moi. C'était un peu David contre Goliath. Moi j'y suis allé avec mon apprenti, on n'était que 2, les autres ils étaient 3, avec des gens beaucoup plus âgés. Et quelques apprentis aussi, mais c'était des plus grosses structures. Bon, c'est ce qui me donnait un peu peur, mais en fait on s'en est très très bien sortis et non, on a passé un très bon moment en fait. Fin du suspense pour ce boulanger vendredi 17h35, c'était très précis, on lui souhaite bien évidemment bonne chance. Et puisque l'on parle boulangerie, justement, quels sont vos critères? À quoi reconnaît-on un bon pain? C'est notre question du jour, question très sérieuse posée par nos journalistes. Du bon pain, c'est du bon blé déjà. Donc du bon blé, c'est du blé sans pesticides ni matières chimiques, etc. C'est du bon levain aussi, donc pain au levain forcément. Et puis après c'est un boulanger qui aime faire du pain, quoi, simplement, donc qui fait ça au four. Donc voilà, c'est un pain qui respecte peut-être 2000 ans de tradition de pain, qui soit pas un pain de la pâte à papier comme on en trouve souvent. Du bon pain, c'est un pain qui sent bon et qui est moelleux. C'est du pain pas trop cuit. Du bon pain, il doit être à la fois croustillant, assez cuit, moelleux, et il doit pouvoir résister à une journée. En fin de journée, on doit pouvoir le déguster avec autant de bonheur que le matin en l'ayant acheté. C'est une baguette bien cuite, croustillante et surtout qui n'augmente pas. Qui n'augmente pas, effectivement, c'est important. Chacun a ses critères très précis pour juger un bon pain. De 5 à 500 €. C'est ce que vous pouvez verser à l'artiste saint-quentinois Alex et sa guitare afin de l'aider dans la réalisation de son nouvel album 3 titres. 3500 € lui sont nécessaires et il fait appel au public via une plateforme internet participative, Ulule. Pour chaque somme versée, une contrepartie, place de concert, CD, DVD. Alex et sa guitare, de la chanson française entre humour et tendresse, c'est ainsi qu'il se définit. Si vous ne l'avez pas encore découvert sur scène lors de l'un de ses 400 concerts donnés ces dernières années, voici un extrait de son dernier clip consacré au régime. Juste après le pain, c'est bien évidemment
Les régimes, ça me gonfle, ça me bouffe la vie, c'est énorme. Les régimes, ça me gonfle, mais faut pas, ça me bouffe la vie, que je me dégonfle, c'est énorme. Les régimes. Pour soutenir Alex et sa guitare dans la réalisation de son prochain album, je vous redonne le site ulule.fr. C'est la fin de cette édition du journal du 11 septembre. Je vous retrouve demain, jeudi, pour l'essentiel de l'information locale. Je recevrai pour l'invité du journal Yves Vandeval. Il est président du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, également conseiller général des Yvelines, et il se mobilise face à la loi Duflot qui est actuellement étudiée à l'Assemblée et au Sénat. Je vous souhaite une excellente soirée. On vous retrouve demain.